Prochain arrêt, Binge Audio. La récente campagne des municipales aura été riche en enseignements sur tout un tas d'aspects de notre vie politique actuelle. Outre les résultats purs et durs, on retiendra notamment cette séquence devenue, hélas, déjà culte. Moi, figurez-vous que mes valeurs, elles n'ont jamais changé. Donc vous dites C'est ni le LFI, mérite, ni c'est RN. le mérite, le travail, la famille, la patrie. Martine Vassal, candidate officiellement issue de ce qu'il reste du gaullisme, dégaine tranquillou bilou la devise de la révolution nationale du maréchal Pétain, celui-là même que les gaullistes, justement, avaient chassé du pouvoir. Ça n'est plus un inversement des valeurs, c'est un salto arrière sur l'autoroute de la fascisation globale. Alors certes, on objectera toujours qu'il s'agit d'un cas isolé, du dérapage médiocre d'une élue qui ne l'est pas moins, mais on ne m'ôtera pas de l'idée que cette séquence raconte aussi la fracturation totale de la digue républicaine érigée il y a des décennies entre l'extrême droite et le reste des formations politiques. Un effondrement qui est le résultat aussi d'un long travail de sape culturelle de la droite radicale, dont on va dire quelques mots dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Alors cet épisode, il est un peu spécial. Déjà parce que je suis tout seul au micro pour une fois, ça n'arrive pas souvent. Et pour une fois, je ne vais pas vous raconter une histoire, vous dresser le portrait d'un personnage ou revenir sur un fait d'actualité important comme ça m'arrive de le faire régulièrement dans Programme B. Non, aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet très important qui m'a beaucoup occupé ces derniers mois. C'est un livre qui s'appelle La mytho des fachos. Alors ce titre, si vous suivez régulièrement Programme B, il va vous dire quelque chose puisque c'est le nom d'une série au long cours que l'on fait depuis quelques années maintenant sur justement tous ces aspects de la bataille culturelle que livre l'extrême droite. On a eu l'occasion dans cette série de parler des tradwives, de parler du rapport à la nourriture, du rapport à l'histoire aussi, on l'a fait encore récemment avec Baptiste Roger Lacan. Bref, c'est un sujet qu'on traite très régulièrement dans ce podcast. Mais ce livre, c'est plus évidemment que la transcription pure et simple des entretiens et des récits qu'on a pu faire dans Programme B. On a eu envie de vraiment proposer un essai, c'est-à-dire une analyse de ce qui est en train de se passer dans notre vie politique, dans notre vie publique actuellement et de comment on en est arrivé là. Alors évidemment, on n'a pas refait tout le fil de l'histoire politique des 80 dernières années, ça aurait été un petit peu fastidieux, un petit peu ambitieux de faire ça avec nos petits bras, mais pour écrire ce livre, je me suis intéressé plus précisément à l'aspect culturel justement des choses, à tous les recoins dans lesquels les obsessions de l'extrême droite sont allées se loger et comment en réalité la droite radicale a réussi à se rendre désirable, à façonner un imaginaire qui lui permet aujourd'hui d'être en bonne place pour éventuellement remporter les élections et notamment l'élection présidentielle de 2027. Ce livre, il fait l'objet d'un financement participatif, d'un crowdfunding sur la plateforme Ulule, on en reparlera un tout petit peu plus tard. Mais avant ça, j'avais envie, dans cet épisode, donc je l'ai dit un petit peu spécial, de revenir sur ce qu'on trouve dans ce livre, sur les différents thèmes, les différents territoires que j'ai eu envie d'explorer. Ce bouquin, il démarre sur une anecdote perso. Alors, c'est pas l'exercice auquel je suis le plus habitué dans ce podcast, où je suis plutôt dans une posture de journaliste. Mais bon, pour le livre, ça valait le coup, à mon avis, de raconter cette histoire qui m'est toujours restée dans un coin de la tête. Dans les années 70, mes deux parents, qui sont finistériens, suivaient une formation de maçon. Ils ont fait un CAP de maçon. Et parmi les personnes qui suivaient cette formation avec eux, ils se sont fait un ami. Et cet ami, au bout d'un certain temps, a fini par leur raconter que sa femme était juive. Alors, dans la Bretagne des années 70, où en gros le catholicisme était à peu près la seule optique religieuse possible, c'était quand même une curiosité. Et ce qui les avait frappés, c'était que justement, ils ne confiaient
cet aspect-là de sa vie et cette religion de son épouse qu'aux gens en qui il avait vraiment confiance. Et alors mes parents lui demandaient « mais pourquoi tu crains de partager cette info qui finalement, enfin on s'en fout un petit peu ?» Et il leur avait répondu très très sérieusement « parce qu'il pourrait revenir ». Et le « il », évidemment, c'était les fachos, les nazis, tous ceux qui, 25 ans, 30 ans plus tôt, avaient en gros mis l'Europe à feu et à sang, et ça en était notamment pris aux personnes de confession juive. Et sur le coup, mes parents avaient accueilli cette réaction de leur ami avec un petit peu de circonspection. On était à la fin des années 70, on était à l'aube, en fait, de la victoire des socialistes aux élections de 1981, de l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand. Et donc, ça leur paraissait complètement incongru. On était passé dans une autre époque. Pour eux, tout cet appareillage totalitaire, fasciste, etc., ça appartenait totalement au passé. Il n'y avait absolument aucune chance pour que ça revienne, et en l'occurrence, c'était la gauche qui avait gagné la bataille culturelle et qui s'apprêtait à gagner la bataille des urnes. Bon, alors évidemment, 50 ans plus tard, cette histoire, elle fait un petit peu mal à raconter, puisque de fait, il avait raison, et que les mouvements fascistes, proto-fascistes, néo-fascistes, on les appellera comme on voudra, sont effectivement sur le point de revenir et de retrouver potentiellement les rênes du pouvoir qu'ils n'avaient pas occupées depuis 1945 et la libération. Et si tout ça a été rendu possible, c'est d'une part, certes, parce que les autres formations politiques qui ont occupé le pouvoir n'ont pas exactement brillé et n'ont pas exactement réussi à contenter les gens et à rendre leur vie meilleure, mais aussi parce que l'extrême droite, et ça j'en suis persuadé, a réussi à se rendre désirable, attirante pour une partie de l'opinion. Parce que souvent on présente le vote à l'extrême droite comme un vote de rejet, c'est évidemment une part de la réalité, mais ça n'est qu'une partie de la réalité. À mon sens, ce vote, il est aussi en partie un vote d'adhésion. Et si cette adhésion, elle est aujourd'hui possible, c'est parce que justement, l'extrême droite a déployé énormément d'énergie pour rendre possible l'arrivée au pouvoir de ses idées, et donc pour façonner aussi l'espace médiatique, culturel, intellectuel dans lesquels circulent ces idées. Je ne vais pas vous faire le catalogue entier de tous les aspects que je suis allé explorer dans ce livre, ce serait un peu long. Et puis bon, j'aimerais bien qu'au terme de cet épisode, vous ayez envie d'aller le lire, ce bouquin, ce serait quand même pas mal. Mais on va quand même s'attarder sur un aspect qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans Programme B, qui est cette idée justement de bataille culturelle et ce concept de métapolitique. Alors c'est un terme qui fait un petit peu peur dit comme ça. C'est en fait assez simple. Dans les années 70, il y a des intellectuels d'extrême droite, des groupes d'intellectuels d'extrême droite qui se forment, et notamment un qui se forme autour de ce qu'on a appelé après la nouvelle droite. Alors la nouvelle droite, bon, c'est un terme qui a fait pas mal débat et qui continue de faire débat. Il désigne en gros essentiellement le GRES, qui était donc le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, et aussi un autre club d'intellectuels d'extrême droite qui sont des dissidents du GRES, qu'on appelle le club de l'horloge. Cette nouvelle droite, elle s'intéresse de très près aux théories d'un philosophe italien qui s'appelle Antonio Gramsci. Gramsci, il a été membre fondateur du Parti communiste italien, il en a été le secrétaire de 1924 à 1927 avant son arrestation par les fascistes de Mussolini. Il est mort en 1937 et il a eu le temps quand même de mettre au point des théories qui sont encore aujourd'hui très importantes, notamment celles qui traitent de l'hégémonie culturelle, qu'on résume souvent par une maxime que beaucoup de gens qui s'intéressent à la politique connaissent, qui est en gros que la conquête du pouvoir, elle passe d'abord par la conquête de l'opinion. Et donc la nouvelle droite va développer l'idée qu'il faut un gramscisme de droite, et cette notion de métapolitique émerge, c'est-à-dire qu'il ne faut plus se contenter de professer des idées, mais il faut se donner pour objectif en gros de modifier le contexte dans lequel circulent ces idées. Il faut acculturer l'opinion de façon un peu détournée pour rendre le programme politique de l'extrême droite désirable. Et ils vont pour ça s'appuyer sur tout un tas d'acteurs un peu périphériques
dans le monde médiatico-politique, et notamment sur le Figaro Magazine. Alors c'est assez intéressant à détricoter avec quelques années de décalage, mais de fait, le Figaro Magazine, il a été créé dans les années 70, à la fin des années 70, et Robert Hersant, qui était donc le grand patron du Figaro, il a confié sa création à un personnage tout à fait singulier qui s'appelait Louis Pauwels. Pauwels, il y a beaucoup de choses à raconter sur ce personnage. C'était un journaliste touche-à-tout, on va dire, qui surtout dans les années 60 est devenu une énorme star à cause d'un livre, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Le Matin des magiciens, qu'il avait coécrit avec un romancier, Jacques Bergier. Et ce bouquin, c'est l'acte fondateur de ce qu'on a appelé après le réalisme fantastique. Donc c'est en gros un espèce de grand mélange entre la fascination pour l'ésotérisme, l'occultisme, les civilisations perdues, l'Atlantide, les pyramides, etc., etc., etc. Tout un fatras un peu haut en couleur de mythes et légendes plus ou moins contemporaines, mais qui a séduit des millions de lecteurs. Le livre a été un succès mondial et qui a donné naissance donc à ce mouvement du réalisme fantastique et à une revue qui s'est appelée Planète, qui a été très très lue à une époque et qui a été le relais aussi de pas mal de théories complotistes, même si à l'époque, évidemment, on n'appelait pas ça comme ça. Donc dans les années 70, Pauwels se retrouve à diriger ce fameux Figaro Magazine. Et qui va chercher pour alimenter les pages ? Eh ben, il va aller piocher dans les rangs de la Nouvelle Droite, parce que pour Pauwels, la Nouvelle Droite, ce sont ses enfants, il les avait décrits lui-même comme ça. Et donc ils vont, pendant quelques années, être en embuscade dans les pages du Figaro Magazine. Ils vont y semer des petites graines avant de se faire virer en 1980, parce qu'ils étaient un petit peu trop branchés paganisme, c'est-à-dire qu'ils se revendiquaient comme païens et qu'ils rejetaient donc les religions organisées. Ça, forcément, c'était un peu trop pour toute la clique beaucoup plus catho-intégriste qui commençait à arriver au sein du Figaro Magazine. Et donc Pauwels va filer les clés à un autre ancien de la Nouvelle Droite, mais qui lui était devenu catholique traditionnaliste rigoriste, qui s'appelle Patrice de Plunkett, qui était un ancien de l'Action française aussi. Et ils vont continuer ensemble ce travail d'entrisme culturel, de métapolitique qui avait été initié par la Nouvelle Droite. Et on va le voir notamment dans les unes qui vont consacrer dans les années 80 à la question de l'immigration. Ça aussi, c'est assez fascinant à revoir avec pas mal d'années de décalage, de voir finalement qu'on a assez peu évolué sur la question. En octobre 85, il y a une édition du Figaro Magazine qui sort le 26 octobre 85. Et la une, c'est « Serons-nous encore français dans 30 ans ?» C'est la question qui est en une du magazine. Et sur la couverture, il y a une photo qui représente Marianne, donc la Marianne républicaine, avec un voile qu'on suppose être un voile islamique. Et donc ils font une espèce d'exercice de prospective qui devient très vite une espèce d'exercice de fiction. En fait, l'éditorial est signé par Jean Raspail, qui avait écrit un roman d'anticipation qui est devenu une bible dans les mouvements d'extrême droite qui s'appelle Le Camp des Saints, dont on reparlera dans un autre épisode de Programme B. Et bref, tout le dossier en fait se base sur des chiffres extrêmement alarmistes et complètement fantaisistes pour prédire en gros la disparition prochaine du français moyen, du français on dirait aujourd'hui de souche. On pouvait lire dans le journal à l'époque qu'en 2015 il y aurait 54 millions d'habitants en France, là où dans le Maghreb il y aurait 111 millions d'habitants. Bon, en réalité, on était 65 millions en 2015 et le Maghreb n'était qu'à 85 millions d'habitants. Donc là, il s'était un petit peu emballé. Pareil, il se livre à des contorsions tout à fait acrobatiques pour essayer d'affirmer qu'en 2015, il y aurait 13 millions d'étrangers non européens sur le sol français. Bon, en réalité, il n'était que 2,7 millions en 2015, c'est-à-dire 5 fois moins que prévu. Et bref, ces chiffres, évidemment, ce sont des prétextes pour lancer un long cri d'alarme sur l'effacement programmé de l'identité chrétienne traditionnelle au profit, vous l'avez vu venir à 10 km, de l'islam, dont on nous assure dans le Figaro Magazine à l'époque qu'elle est la religion de 90% de ces fameux étrangers. Là aussi, je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Donc c'est une submersion à la fois migratoire et culturelle que nous annonce le Figaro Magazine, qui nous dit que donc dans 30 ans, à partir du moment où il nous parle, le mode de vie à la française aura été
tout entier, en gros, englouti par la culture maghrébine. Ça ne vieillit pas, finalement, cet argumentaire-là. On l'entend encore aujourd'hui, c'est évidemment la racine même de cette idée du grand remplacement qu'on nous resserre à toutes les sauces et qu'on a entendu même dans la bouche de candidats qui, normalement, ne sont pas censés incarner l'extrême droite. Je pense notamment à Valérie Pécresse il y a quelques années. Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Et c'est une bonne illustration, justement, cette promenade sémantique de cette idée qui donc naît dans les franges les plus radicales de l'extrême droite, circule par le biais de journaux qui sont en fait des espèces de chevaux de Troie de ces mouvements radicaux et finissent par se retrouver dans le discours commun et à être traités non pas comme des élucubrations fascisantes, mais comme une théorie qui se vaut finalement et un thème politique qu'on peut brandir comme ça en meeting parce que finalement ça fait recette. C'est une illustration assez parfaite finalement de l'efficacité rhétorique de cette méthode métapolitique de l'extrême droite, de comment petit à petit, en 30 ans, en 40 ans, en 50 ans, tous ces thèmes, toutes ces obsessions qu'elle déploie depuis le début, elle a réussi à les rendre acceptables et entendables par le grand public. Et cette idée de la métapolitique, c'est pas du tout quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est devenu totalement assumé, et notamment par celles et ceux qui sont les porte-voix les plus entendables de la droite radicale aujourd'hui. Je vous donne un seul exemple, qui est celui de Philippe de Villiers. Alors Philippe de Villiers, bon, on a fait des épisodes et des épisodes sur lui, sur le Puy du Fou, sur Bruno Retailleau, qui était son fidèle lieutenant pendant très longtemps. Vous situez à peu près le personnage, donc vendéen, qui a été brièvement secrétaire d'État, qui a surtout été pendant longtemps le patron du MPF, donc le Mouvement pour la France, qui se voulait une espèce de point de jonction entre l'extrême droite à l'ancienne et la droite classique, une espèce d'alternative comme ça, souverainiste, très anti-européenne. Il a surfé sur de bons résultats dans les années 90 avant de finalement se mettre en retrait et de se focaliser sur ses activités culturelles et métapolitique, il faut bien le dire, que sont ces livres qui se vendent beaucoup et surtout le Puy du Fou, donc ce parc dont il a fait une espèce de Disneyland de la droite identitaire et qui aujourd'hui est à la fois un succès économique et public et est aussi un moyen très clair de faire passer ses idées, sa vision du monde et ce malgré le fait que beaucoup de choses qui sont portées et racontées dans le Puy du Fou et autour ont été débunkées par bon nombre d'historiens, dans des bouquins, dans des conférences, dans des articles, etc. etc. Il n'empêche, le narratif qu'impose cette frange-là de la droite la plus dure, il finit par entrer dans la tête des gens et c'est encore une fois complètement volontaire. Il y a une citation que je reprends dans le bouquin de Philippe de Villiers qui explique dans une publication d'extrême droite qui est parue il y a quelques années, il dit, je cite: « Je pense que la métapolitique a plus d'influence que la politique aujourd'hui. Par mes livres et mon Puy du Fou, j'ai fait passer beaucoup plus d'idées qu'en restant la énième écrevisse de la bassine. » Bon. J'ai envie de dire, et c'est ce que je dis dans le bouquin, la messe est dite, sans mauvais jeu de mots. C'est un peu comme dans les mauvais films d'action où le grand méchant expose son plan au vu et au su du héros et lui explique comment il va faire pour détruire la planète. Bah là, on y est, c'est-à-dire que c'est affiché, c'est ouvertement assumé. On fait de l'entrisme, on se glisse partout où on peut dans l'espace médiatique et culturel. Et finalement, c'est de lui-même que le peuple va se tourner vers nous. On n'a même plus besoin de lui proposer des solutions, il va de fait venir les chercher auprès de nous. Cette bataille culturelle, elle est évidemment pas terminée, même si l'extrême droite a remporté un certain nombre de victoires, malheureusement, sur le sujet, ça continue. Et elle continue, d'ailleurs, cette extrême droite, de pousser son narratif, de pousser ses récits partout où elle peut. Elle s'attaque, on l'a dit, à l'histoire, elle s'attaque aux
questions de société, elle s'attaque aux questions de genre aussi, elle s'attaque évidemment à toutes les questions qui ont trait de près ou de loin à l'actualité. On l'a vu encore très récemment avec la mort du jeune Quentin de Ranque qui est mort à Lyon après une baston avec des antifas. On a entendu tout un tas de responsables de l'extrême droite venir nous dire contre toutes les vraisemblances possibles et imaginables que c'était la gauche qui avait une culture de la violence et pas l'extrême droite, que la violence d'extrême droite elle était anecdotique. Il a fallu que des chercheurs très sérieux comme Nicolas Lebourg, que je cite de nombreuses fois dans le livre, sortent les chiffres, les statistiques, les vrais pour expliquer que non, depuis 1986, sur les 65 morts qu'on peut lier à la radicalité politique, il y en a 6 qui sont imputables à la gauche et il y en a 59 qui sont imputables à la droite. Cette violence-là, elle est ni anecdotique, ni résiduelle. Elle fait partie complètement de la culture de l'extrême droite. Elle fait d'ailleurs partie même de son esthétique. J'y consacre tout un chapitre d'ailleurs à ce culte de la violence, ce culte de la brutalité qui fait partie aussi de ses grandes obsessions, mais qu'elle tente en ce moment de faire un petit peu oublier, aussi parce que l'extrême droite a compris qu'il fallait être souple sur ces obsessions, il fallait être capable de les masquer, de les ripolliner et de les adapter le plus possible aux angoisses et aux préoccupations de l'époque. C'est justement cette grande plasticité de ces obsessions qui les rend d'autant plus efficaces et d'autant plus sournoises, qui font qu'elles peuvent se glisser un peu partout, et c'est tout ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre, donc La mytho des fachos, vous l'aurez compris. Parce qu'il faut bien se dire une chose, et on va terminer là-dessus, c'est que contrairement à nous dont les réflexes parfois sont un peu émoussés et dont la vision peut être un petit peu brouillée par l'actualité, le temps qui passe, etc., toutes ces choses qui nous font parfois perdre de vue les origines et les enracinements des idées d'extrême droite, les courants de la droite radicale, eux au contraire, ils connaissent très bien leur histoire, ils savent très bien d'où ils viennent, ils savent très bien où ils ont envie d'aller, et ils savent très bien par quel chemin il faut passer, quel fil il faut tirer pour y parvenir. Et ça fait partie des choses qu'on a du mal des fois à comprendre au sujet de l'extrême droite, c'est que plus qu'un programme politique, l'extrême droite c'est une vision du monde, c'est un imaginaire partagé qui n'est pas toujours cohérent, mais qui justement est très malléable et qui donc peut se fondre dans notre époque et peut très bien se dissimuler et nous arriver par des biais tout à fait détournés. Donc il faut rester vigilant, le plus aguerri possible, il faut essayer justement de se documenter, d'apprendre, de comprendre d'où viennent ces idées, comment est-ce qu'elles ont évolué, comment l'extrême droite les a fait muter et comment on peut éventuellement s'en prémunir et les désamorcer. Donc je le redis, La mytho des fachos, le livre, il est en précommande en ce moment sur Ulule. Le lien est dans la description du podcast Programme B, donc vous ne pouvez pas le rater. Il sera en librairie vers la fin du printemps. J'espère avoir l'occasion de venir à votre rencontre pour en discuter avec vous, avec toutes celles et ceux qui me feront le plaisir de le lire. Je précise également que ce livre, il a bénéficié de superbes illustrations de mon camarade Terreur Graphique, qui est dessinateur de presse, que vous pouvez lire notamment dans l'IB et qui a signé par exemple cette année une superbe BD qui s'appelle L'addiction s'il vous plaît, autour du rapport à l'alcool et à l'alcoolisme. Il était venu en parler d'ailleurs dans le podcast Encore heureux de ma camarade Camille Test, que je vous invite à aller écouter de ce pas si ce n'est pas déjà fait. Bref, c'est un objet qui est très beau, dont on est très fier. Je dis on parce que même si c'est moi qui l'ai écrit, c'est un boulot d'équipe. Il a été rendu possible grâce à tous les gens de Binge Audio et d'Urbania aujourd'hui qui ont œuvré à sa fabrication, grâce à Charlotte Bex qui est la productrice de Programme B, grâce à Lorraine Selle-Delavaux qui est notre éditrice, Marianne Boyer-Picard qui a corrigé le livre, et Claire Besset qui est notre graphiste, maquettiste, qui a fait un travail absolument formidable, et puis évidemment Joël Ronez, le patron de ces éditions Binge Audio, qui a suivi et encouragé ce travail de longue haleine. Voilà, un épisode un peu particulier, vous l'avez compris. J'espère que ça vous aura donné envie de lire La mytho des fachos, et puis j'espère qu'on aura l'occasion très vite d'en discuter ensemble. Je fais la petite conclusion quand même habituelle de
nos podcasts. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, une marque Urbania, préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.